Bienvenue à cette deuxième édition de l'Imotour, l'édition 2014, où nous serons présents dans 4 villes cette année-ci. On est présent ici à Bruxelles, on va aller aussi à Gand, à Liège et à Hasselt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Rousseau, le CEO d'Imoep. Vous êtes tous des bons clients depuis des années et nous estimons que notre boulot en tant que premier site immobilier belge n'est pas simplement de vous générer un maximum de contacts, d'essayer de vous générer des mandats, mais aussi de vous donner des informations sur le marché. On a des données incroyables au sein de notre entreprise et le but aujourd'hui, c'est de partager certaines de ces données avec vous. L'après-midi se fera en 2 parties. Une première partie macroéconomique qui expliquera les tendances de l'immobilier en Belgique par M. Bruno Coleman. Ensuite, Vincent Dumont, après la pause, directeur marketing d'Imoep, vous fera une présentation sur une enquête que nous avons conduite auprès de plus de 20 000 personnes en Belgique. Donc, je propose qu'on commence directement et c'est un honneur pour moi d'introduire un ancien administrateur délégué d'ING, directeur de cabinet du ministre des Finances, ancien président de la Bourse, député CEO d'AGEAS, M. Bruno Coleman. Voilà. Bonjour à tous et merci de cette introduction. Je viens ici avec un peu d'émotion, je l'ai dit à 2 personnes parce que c'est ici que je venais quand j'étais tout petit avec mes grands-parents décédés depuis et je me souviens qu'on prenait ce bac qui existait il y a une 50aine d'années avec le vieux monsieur qui le faisait passer lentement d'un bout à l'autre. Voilà, pour parler d'économie aujourd'hui, eh bien, je vous assure, ça va être compliqué parce qu'on vit des moments, surtout depuis hier, qui sont presque inexplicables. Et si un économiste est capable de vous expliquer maintenant ce qui est en train de se passer de manière limpide et claire, je lui souhaite bonne chance parce qu'on est rentré dans un territoire inconnu. Et le territoire inconnu, c'est quoi ? C'est les taux d'intérêt négatifs, vous l'avez entendu, vous l'avez lu. C'est un territoire inconnu parce que toute la mécanique de la monnaie est basée sur le fait que si on se dépossède d'une somme d'argent, on est rémunéré pour cette dépossession. C'est logique. En fait, on est récompensé du fait de se déposséder d'une somme d'argent parce qu'on les dépose sur un compte bancaire, qu'on achète une obligation ou même une action. Avoir un taux d'intérêt négatif, c'est devoir payer pour mettre son argent auprès d'une banque. C'est l'inverse. Donc, ça part de l'idée que la monnaie est devenue tellement, on va dire, sujette à caution, tellement inquiétante. Ça veut dire qu'il y a une telle inquiétude, anxiété dans l'économie que les banques, mais aussi les particuliers à leur niveau, cherchent une garantie auprès de la Banque centrale ou auprès des banques commerciales en acceptant de perdre de l'argent pour avoir cette garantie. Donc ça se passe au niveau maintenant des banques centrales. Donc si une banque qui a baissé Fortis dépose de l'argent auprès de la Banque centrale, elle met 1000 et puis après un an, elle reçoit 999,990. Donc elle paye pour avoir cette sécurité, mais un particulier fait la même chose avec un dépôt bancaire, parce que vous allez être rémunéré peut-être de 0,40%, ce qui est moindre que le taux d'inflation. Donc, dans tous les cas, on perd de l'argent en le déposant, c'est-à-dire en cherchant la sécurité. La sécurité d'une banque centrale ou, pour les dépôts bancaires, des 100 000 € garantis par l'État en cas de faillite bancaire. Donc c'est un monde complètement nouveau. Deuxième chose, le taux d'intérêt à 10 ans sur les obligations d'État belges est tombé à 1,80%. Donc ça veut dire en gros que si vous mettez 1 000 € dans une obligation d'État maintenant et que vous composez tous les intérêts après 10 ans, vous aurez 1020, 1030, quelque chose comme ça. 1200, ça n'est pas grand-chose. Attendez, non, 1020, c'est ça. Bon, rien du tout. Donc vous êtes prêt à abandonner toute rémunération pour aussi chercher la rémunération de la protection contre le risque. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 éléments, qu'on tombe en déflation ? La réalité de cette économie, c'est qu'on tombe dans une tendance de baisse des prix à la consommation et qu'en fait, les taux d'intérêt reflètent cette tombée en déflation. Alors, je m'explique. Une déflation, c'est des prix qui baissent. Ça veut dire une économie où les gros achats peuvent être repoussés
par les agents économiques. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer sa voiture après 4 ans, on le fait après 5 ans, au lieu de faire un investissement immobilier, on le repousse d'une année, se disant que les prix vont baisser. Et si tout le monde se dit ça, alors évidemment, toute l'économie commence à ralentir parce que les producteurs produisent moins, les vendeurs de voitures en fabriquent moins, et donc toute l'économie tombe dans une tendance d'étouffement. Les taux d'intérêt reflètent ce tassement de l'économie. En fait, l'argent est trop disponible, donc n'est pas demandé, le taux d'intérêt baisse, simplement parce que les banques ne trouvent pas usage pour l'argent qu'elles ont, on va dire, en caisse. Et la Banque centrale essaye maintenant, par des taux d'intérêt négatifs, de pousser les gens à quand même utiliser l'argent dans la consommation et l'investissement, plutôt que de simplement le thésauriser. C'est une situation qui est totalement inédite. En fait, en 2 siècles, on a connu 5 épisodes dans les pays développés de déflation. Un gros épisode à la fin du XIXe siècle, et puis des épisodes un peu sporadiques, 1935 en France, 1933 en Belgique, 29-31 aux États-Unis, le Japon depuis 20 ans, et personne ne sait très bien comment sortir d'une déflation. L'inflation, tout le monde comprend. Si les prix montent, on augmente les taux d'intérêt, on peut bloquer les prix, les salaires, enfin on peut cadenasser l'économie pour que tout ne s'envole pas. Mais la déflation, c'est convaincre les gens de consommer. Et si quelqu'un ne veut pas consommer, ben, il ne consomme pas. Donc c'est une situation extrêmement particulière qu'on n'arrive pas bien encore à discerner. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien simplement parce qu'on était mal dirigé au niveau européen. En fait, on a eu, depuis le début de la crise souveraine, en 2008, enfin crise économique souveraine, on a eu le réflexe qui est le plus mauvais réflexe, mais que malheureusement on a toujours pendant une crise économique, d'imposer la rigueur à l'économie. Un peu comme si quelqu'un rentrait avec un mauvais bulletin et recevait une fessée parce qu'il a eu un mauvais bulletin, ce qui l'empêchait d'étudier. Et donc on a imposé à des pays déjà faibles, comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, des programmes d'austérité terribles qui leur ont empêché de stimuler la moindre croissance, ce qui leur manquait justement pour sortir de la crise. Donc c'était une réponse politique inadéquate. On parle un peu moins d'austérité et de rigueur maintenant, vous l'avez sans doute remarqué dans la presse, mais pendant 3-4 ans, on n'a parlé que de ça, avec des commissaires européens qui jugeaient les pays, les bons, les mauvais, etc. Et la Belgique, par exemple, qui a dû faire des efforts budgétaires, peut-être au mauvais moment. Et l'autre chose, qui est assez étonnante, vous le verrez dans un graphe tout à l'heure, c'est que quand ça va mal, on doit faire tourner la planche à billets. On doit faire tourner la planche à billets parce qu'on doit injecter des liquidités dans l'économie. C'est intuitif, hein. On comprend bien que si la masse monétaire se contracte, l'argent ne circule pas. La vitesse de la monnaie baisse d'ailleurs. Hein. On voit bien que la vitesse de la monnaie a chuté depuis 2008, c'est-à-dire que les billets restent immobilisés sur des comptes bancaires. Et ce qu'on doit faire, c'est faire tourner les planches à billets pour convaincre les gens de consommer. Malheureusement, les Allemands ont imposé le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont imposé une logique de contraction de la monnaie plutôt que son impression, parce qu'ils ont une peur panique de l'inflation. Peur panique qui date quasiment du XVIe siècle, mais qui surtout a été exacerbée quand en 1923, il y a cette fameuse hyperinflation allemande qui a ruiné tout le monde. Mais les Allemands et les autorités européennes ont donc pris 2 décisions à contretemps, l'austérité, la contraction monétaire, et c'est ce qui explique pourquoi nos économies tombent en déflation maintenant, alors que les autres pays en sortent. Les États-Unis sont en croissance, le Japon s'en sort, la Chine ne s'en sort pas si mal, et donc on est tombé un peu dans un trou. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qui, à mon avis, va in fine devoir se passer? Et je le dis depuis 4 ans, et il y a 4 ans, on me prenait pour un cinglé. Maintenant, on m'interroge dans le Figaro et dans Le Monde, donc je suppose que mon niveau de débilité s'est un peu réduit par rapport à d'autres. Je pense qu'à un moment, on va devoir faire tourner la planche à billets. C'est-à-dire qu'on le voit déjà maintenant, la Banque centrale est en train de changer d'attitude, mais si la déflation, comme c'est probable, continue, on va devoir réinjecter des liquidités dans l'économie et ressusciter une vague d'inflation, c'est-à-dire d'augmentation généralisée des prix. Mais avant ce moment d'inflation qui aura peut-être lieu dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on verra bien, parce que l'inflation, ce n'est pas comme un bouton qu'on allume ou qu'on éteint, hein, ce sont des tendances lourdes dans l'économie. Il faudra passer encore peut-être par des trimestres un peu tristes de déflation. Ce qu'on remarque aussi, et ça intéresse votre métier de prime abord, c'est que en déflation, il y a un effet très contradictoire, c'est que les taux d'intérêt baissent et que donc, mécaniquement, la valeur des actifs augmente. Donc c'est très particulier. La bourse, par exemple, est au plus haut
alors qu'on est en déflation. C'est bizarre parce que normalement, on devrait se dire, finalement, si tout va mal, les bénéfices des entreprises vont être moins bons et globalement, cette économie va chuter. Et pas du tout. On se rend compte que la bourse est au plus haut. C'est un simple effet mécanique de taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est bas, financer une acquisition d'actions coûte moins cher, ce qu'on appelle le coût du capital baisse, et mécaniquement, mais c'est vraiment une équation extrêmement simple, une règle de 3, mécaniquement le prix des actions augmente. Et dans l'immobilier, malgré la baisse des taux et malgré le climat un peu déflationniste, on n'a pas vu de chute. Il y a certains économistes d'ailleurs, ça me rend toujours un peu fou, là, qui annoncent toujours des chutes de 50%, 15%. On entend Roland Gillet, ING, comme ça, des types qui comme des fantômes pendant la nuit, annoncent la fin du monde. C'est pas du tout, ça ne se passe évidemment pas parce que comme les taux d'intérêt baissent, mécaniquement, ça soutient le prix de l'immobilier. Alors, pour l'immobilier, c'est peut-être encore doublement paradoxal, c'est que normalement, l'emprunt hypothécaire coûtant moins cher, ça permet doublement de le favoriser, puisque mécaniquement l'immobilier se tient, mais qu'en plus ceux qui veulent l'acquérir peuvent le faire à de meilleures conditions, pour autant évidemment qu'ils soient capables de rembourser. Mais donc, c'est une situation extrêmement paradoxale. Et moi, ce que j'anticipe, c'est qu'à un moment, il y aura peut-être une petite bulle qui va éclater dans les marchés, sur les obligations, sur les actions, voire un peu sur l'immobilier, mais que quand on rentrera à nouveau dans cette logique d'inflation, cette bulle sera gommée par le fait qu'on ait augmenté la quantité monétaire. Ça, en macroéconomie, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors, je ne peux pas garantir ce scénario, mais intuitivement, c'est ce qui va se passer parce qu'une banque centrale sera obligée de faire tourner la planche à billets si on continue cette situation de glissade assez singulière. Ça, c'est un peu l'histoire de manière résumée. Alors, en gros, quelques éléments pour vous remettre les choses en perspective. La crise a commencé en 2008, on le sait. Finalement, elle avait commencé beaucoup plus tôt. L'indice, le symptôme, c'était les subprimes. Moi, je dirigeais la bourse de Bruxelles à l'époque. Ça a quand même fait un choc. Donc, cette chute des crédits immobiliers qui s'est diffusée dans le domaine bancaire. L'économie a chuté. On s'est rendu compte qu'on avait créé des montages bancaires très, très particuliers. Et finalement, les banques sont tombées plus rapidement que ceux qui devaient rembourser leur immobilier aux États-Unis. Et puis est arrivée, bien sûr, la catastrophe de 2008 avec cette terrible chute boursière. Pour en reprendre la mesure, le BEL 20 était monté jusqu'à 4600 points. Il est tombé quasiment jusqu'à 1600 points. Donc il a perdu quasiment 65% de sa valeur en un an et demi. Donc c'était vraiment un atterrissage extrêmement brutal pour reprendre à partir de mars 2009, grâce aux mesures de stimulation de l'économie, peut-être insuffisantes, mais qui ont quand même été mises en œuvre. Ce qui est aussi intéressant quand on regarde les crashs boursiers, et publiant beaucoup en économie, donnant cours dans plusieurs universités, j'ai dû m'intéresser au pourquoi des crashs boursiers, parce que finalement, ça n'arrive pas par hasard. Ce qu'on remarque, c'est que les crashs boursiers, les grands crashs boursiers, arrivent toujours quand il y a un grand développement technologique dans l'économie. C'est-à-dire qu'on invente ou qu'on popularise le train, la machine à vapeur, l'automobile, le téléphone, l'informatique, Internet. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a une rupture technologique, dans un premier temps, il y a un engouement, une euphorie, parce qu'on se dit, on a trouvé quelque chose qui va faire progresser l'humanité de manière inattendue. Et donc, il y a une bulle qui se crée. Et puis, très rapidement, on banalise les choses et la bourse chute. Je prends un exemple tout simple. On est tous fabricants de bougies et on s'illumine avec des bougies. Quelqu'un invente l'électricité et l'ampoule. Il va y avoir une folie boursière, parce que les gens vont se dire, mais finalement, on a trouvé le moyen maintenant d'illuminer l'humanité de manière plus industrielle, plus rapide. Il va y avoir un engouement sur les fabricants d'ampoules. Et puis, une fois que le monde aura compris que finalement, on pourra produire des ampoules à coût réduit, que ça va se populariser, eh bien, boum, la bourse a chuté. Et donc, chaque fois qu'il y a eu un grand développement technologique, il y a eu une exubérance, une effervescence, de l'enthousiasme, de l'optimisme, et puis une chute. Et tous les grands cracks boursiers que j'ai listés ici, fin du 19e, 20e, etc., sont des cracks qui ont été corrélés, qui sont quasiment juxtaposés avec un grand développement technologique ou un changement de société. Par exemple, en 1929, le grand crash, ma brave grand-mère qui me promenait ici étant américaine, en était la victime aux États-Unis, a été dû au fait qu'on a industrialisé les États-Unis.
En 1929, c'était l'année aux États-Unis où la proportion des travailleurs qui étaient allés travailler dans les usines a dépassé la proportion de ceux qui travaillaient dans les champs, les agriculteurs. En fait, on a compris qu'on pouvait produire plus rapidement dans les usines ce qu'on devait attendre avec le rythme des saisons. Il y a de l'engouement, puis à un moment, un crash. Et moi, je crois que le crash ultime n'est pas 2008, mais c'était 2000-2001, quand on a inventé Internet, quand on a compris que tout d'un coup, on pouvait transporter de l'information, du capital, plein de choses à la vitesse de la lumière, ce qu'on fait maintenant avec nos iPads, nos iPhones, nos BlackBerry, etc. Et que c'est suite à ce crash de 2000, aussi aux attentats américains et aussi à l'affaire Enron, que les banques centrales ont baissé le taux d'intérêt trop fort ou trop longtemps, jusqu'à créer en 2008 la bulle de crédit qui s'est appelée les subprimes. Donc, souvent, les cracks ont des paternités, qui sont des changements technologiques ou des politiques de banque centrale. Ce qui me laisse penser que la politique des banques centrales, qui maintenant est d'avoir des taux encore plus bas qu'en 2008, devrait immanquablement, comme en 2008, conduire à un crack. Je dis, ce n'est pas exclu, sauf que quand on aura dépassé ce crack, les imprimeries monétaires, en tout cas les presses monétaires, vont se mettre à tourner à plein régime pour inonder l'économie d'argent et susciter une vague d'inflation qui permettra de dépasser ce crack. Finalement, on a vécu le crack de 2000 et de 2008 sans inflation. Le prochain, 2014, 15, 16, 17, 18, on verra bien, sera probablement, il faut l'espérer, un crack qui verra à ce moment-là l'inflation le gommer, ce qu'on n'a pas vu au cours des 2 dernières années. Et c'est pour ça qu'investir dans des biens réels ou des actions de société a du sens, beaucoup plus qu'un dépôt bancaire, évidemment, parce qu'un dépôt bancaire ne rapporte rien et est stérile, tandis qu'un bien qui permet, qui est stable, qui a une vie, on va dire presque infinie, comme un bâtiment ou des actions, permettront de surfer sur la vague d'inflation qui, normalement, devrait arriver dans quelques années. Donc, les gens qui investissent en immobilier, au contraire, qui n'aiment pas l'immobilier, mais n'achètent que des actions, sont probablement dans le bon en termes de gestion à long terme de leur patrimoine. Ça, je vais passer sur la monnaie parce que c'est un paragraphe un peu moins intéressant. Mais je voudrais vous montrer aussi quelques chiffres justement sur l'inflation, pour vous montrer que finalement, l'inflation est un phénomène qui permet aux civilisations de dépasser leur propre crise. Vous avez un graphe, et c'est fait par Deutsche Bank, donc c'est plutôt des gens sérieux, qui mesure sur 8 siècles, donc de l'an 1200, on va dire, jusque maintenant, le taux d'inflation, et ici plus particulièrement le XXe siècle. Alors, attention, c'est une échelle qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire que chaque fois que vous faites un saut, c'est x10. Donc, ce n'est pas une échelle normale, ça atténue un peu les mouvements, mais ce qu'on voit très clairement, c'est que pendant quasiment 7 siècles, il n'y a pas eu d'inflation, pour tout d'un coup avoir ce fameux XXe siècle qu'on retrouve ici, qui est de l'inflation. Eh bien, de manière assez frappante, le progrès humain est corrélé avec de l'inflation. C'est-à-dire que quand la machine humaine se met en régime et décide de créer du progrès, de la prospérité, en même temps, il y a une demande d'argent, il y a une augmentation des prix, il y a de l'inflation. Et finalement, ce qui serait bizarre, c'est que cette courbe ici devienne stable. Au contraire, on devrait la voir augmenter dans les prochaines années. Ce serait la solution. Je serais vraiment inquiet s'il n'y avait pas d'inflation dans les prochaines années, parce que ça supposerait qu'on tombe vraiment dans une déflation très profonde, c'est-à-dire un scénario à la japonaise, qui, ceci étant, n'a jamais été mauvais pour l'immobilier au Japon, sauf l'immobilier détenu par des banques, mais ça, ce serait vraiment la catastrophe. Je crois qu'on aura assez de sagesse et d'intelligence pour éviter ce genre de scénario. En tout cas, j'étais avec tous les gestionnaires de fonds luxembourgeois bancaires il y a 2-3 jours, et il y avait un questionnaire, donc tous ces gars étaient devant moi, et donc par des questionnaires individuels et anonymes, ils pouvaient voter pour des scénarios. La plupart s'attendent à 2-3 ans de déflation, ou de croissance, ou d'inflation très molle, avant une croissance d'inflation importante, qui sera sans doute l'aboutissement final de cette crise que nous vivons maintenant. On voit aussi d'ailleurs, on peut mesurer l'inflation différemment par rapport au prix de l'or. C'est une façon intéressante de le voir. On se rend compte que ça commence quand, je crois, au XVIIe siècle. Entre le XVIIe siècle et maintenant, l'or est resté très stable. Et en fait, c'est déprécié essentiellement au XXe siècle. C'est-à-dire que l'inflation, en fait, a fait que chaque lingot d'or, chaque pièce d'or valait plus. C'est une autre façon de voir ce qu'on avait vu avant. Et donc, ça montre aussi que c'est l'inflation qui est souvent une façon de résoudre les crises. Chose étonnante aussi à partager avec vous, et qui rend tout le monde perplexe, c'est le problème des dettes d'État. Alors, les dettes d'État,
vous savez qu'elles sont très importantes. On lit dans la presse que la dette de l'État belge est à peu près 100% du PIB. Alors, pour ceux qui ne sont pas économistes, le PIB, c'est comme le salaire d'un pays. C'est-à-dire, c'est ce qu'un pays gagne comme valeur ajoutée pendant une année. Donc, si on compare souvent la dette publique au PIB, c'est comme si on comparait la dette d'un pays par rapport au travail qu'il fournit chaque année. Donc, c'est comme si vous dites, voilà, je gagne 1000 euros, enfin, c'est pas important, et si j'ai une dette de 100%, je dois rembourser 1000 à quelqu'un. Mais évidemment, on ne peut pas utiliser les 1000 d'un salaire pour rembourser les 1000 de la dette, puisqu'on doit manger, boire, payer son loyer, donc on ne peut utiliser qu'une fraction, évidemment, pour rembourser la dette. Mais donc, quand on parle de dette sur PIB, on parle de dette sur le salaire d'un pays, de tout le monde qui y a travaillé, entreprise ou personne physique. C'est très important. Et ce graphe, ça vous montre beaucoup d'informations. C'est un graphe qui reprend sur 2 siècles, d'accord, depuis les guerres napoléoniennes. En bleu, et vous devez lire le bleu sur l'échelle de droite, l'importance de l'endettement public. C'était très important il y a 2 siècles après les guerres napoléoniennes. Ça a remonté dans le 19e. Il y a eu les épisodes guerriers, 40-45. Il y a eu des endettements importants, surtout sud-américains, dans les années 70 et 80. Et aujourd'hui, en fait, on est bien plus haut, parce que le graphe s'arrête en 2006, on est bien plus haut car on est là. Donc nos dettes publiques sont au plus haut en 2 siècles. C'est un peu effrayant. Donc, collectivement, on se doit à nous-mêmes une dette qui est le plus haut que ce qu'on n'a jamais connu. Et en fait, cette dette, elle est bien plus importante que là, parce que bientôt arrive le coût des pensions. Et donc, si on ajoute le coût des pensions, on va franchement arriver à peu près ici au plafond. Donc, c'est indécinable. Bon. Ça, c'est la première partie de l'information du graphique. La deuxième partie de l'information, c'est ce qui est en jaune, qui vous donne le pourcentage, et ça doit se lire sur l'échelle de gauche ici, de pays qui ont fait défaut. À quel moment on dit, comme Chypre, plus ou moins, surtout comme la Grèce, comme l'Argentine, comme le Zimbabwe, qui ont dit, voilà, j'arrive plus à rembourser ma dette. Ce qu'on voit, c'est que le défaut d'un État n'est pas quelque chose de tellement rare. C'est vrai que nos générations, jeunes ou un peu moins jeunes, n'ont pas connu de défaut en Europe, mais avant, c'était fréquent. Après la Seconde Guerre mondiale, énormément de pays ont fait défaut parce qu'ils croulaient sous les emprunts de guerre, et c'était le cas souvent au XIXe siècle. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas parfait, mais que d'habitude, quand l'endettement public en bleu est très important, une façon de le résoudre, c'est le jaune, c'est un État qui dit « j'arrive plus à rembourser ». Donc quand un État est trop endetté, il dit finalement, écoutez, je ne rembourse pas ma dette, c'est assez intuitif, c'est ce que la Grèce a fait il y a 3 ans. Et alors vous avez un autre phénomène qui est en violet, ici, les phénomènes d'hyperinflation. Alors l'hyperinflation, c'est très rare, on n'a jamais connu ça en Belgique, l'Allemagne l'a connu en 1923, la Hongrie, je crois, en 1946 ou en 1947, le Zimbabwe le connaît maintenant. J'ai d'ailleurs chez moi un billet de 50 000 milliards de dollars zimbabwéens. Bon, l'Argentine a connu tous les 10 ans. Mais ce qu'on remarque, c'est que le violet est aussi une façon de résoudre l'endettement public. En fait, en gros, quand l'endettement public en bleu est trop important, un État dit ou c'est jaune, je ne rembourse pas, ou c'est violet, je rembourse avec de l'argent qui ne vaut rien. Et ce sont les 2 situations extrêmes. Et ce qui est très, très, très particulier, c'est que quand on prend la situation actuelle, donc je le disais, on est franchement ici en endettement public, on n'a quasiment pas de jaune, pas de défaut, et en même temps pas d'inflation. Donc, si on prolonge la tendance, si on prend une machine à avancer dans le temps et qu'on se met en 2024, 2034, avec le coût des pensions qui se sera accumulé, cet endettement en bleu qui aura augmenté, il n'est pas possible que ou bien le défaut de certains États, et on ne parle jamais de la Belgique, on parlera du sud de l'Europe, ou que l'inflation se mette en route. Pas de l'hyperinflation, mais de l'inflation. Et c'est pour ça qu'investir dans des biens réels est sans doute une façon de traverser cette vague d'inflation que j'anticipe quasiment inéluctable, qu'on va devoir traverser. Mais aujourd'hui, la situation est instable. Ou en tout cas, elle n'est pas pérenne, elle ne peut pas être une tendance à long terme. On sent bien quelque chose qui va devoir décaler, comme un grain de sable qui, dans une machine, commence à rayer progressivement le cylindre. Donc ça, c'est la situation qui est maintenant. Et voilà. Alors, un mot sur l'euro. L'euro, c'est aussi compliqué, parce que
Évidemment, l'euro, je vais vous donner un petit cours d'histoire, mais l'euro, c'est une histoire politique entre les Français et les Allemands. Ce n'est rien que ça. Il n'y aurait jamais eu d'euro s'il n'y avait pas eu de réunification allemande. D'ailleurs, Marc Eskens, qui est un ancien Premier ministre qu'on entend souvent, qui est vraiment un de mes amis très proches, m'a raconté au moins 15 fois l'histoire, et comme il ne mégatise pas, il m'a raconté chaque fois la même histoire. Il m'a raconté que c'est à Strasbourg en 90 que ça s'est passé. En fait, Kohl voulait absolument le support de l'Europe pour sa réunification, sachant qu'à l'époque, on ne savait pas ce que militairement l'Union soviétique allait faire, sachant que les frontières de l'Allemagne étaient un peu floues, parce que certains Allemands voulaient réunifier toute l'Allemagne, mais l'Allemagne d'avant 1939, c'est-à-dire avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, tandis que nous n'avons pas tellement envie. Et donc, il y a eu un accord quasiment instantané entre Mitterrand et Kohl. Mitterrand, qui avait connu les stalags pendant la guerre, qui avait peur de l'Allemagne, avait dit, voilà, on va vous donner un support politique et financier, mais votre souveraineté monétaire, votre souveraineté territoriale que vous allez réacquérir, vous allez la payer par la perte de votre souveraineté monétaire. C'est-à-dire que le Deutschmark, c'est fini. Vous rentrez dans notre propre devise commune qui va s'appeler l'euro, et donc vous récupérez le territoire et vous perdez la monnaie. Et la France s'est dépêchée de faire venir tous les pays du Sud dans l'euro pour faire contrepoids à cette Allemagne qui était, qui est et qui restera bien sûr extrêmement puissante. Dans un premier temps, tout le monde était content. Les Allemands n'ont plus dû réévaluer leur monnaie, qui réévaluent régulièrement. Les pays du Sud ont vu leurs taux d'intérêt qui ont baissé parce qu'ils ont pu emprunter à des conditions allemandes. Mais depuis 2008, c'était un peu différent. C'est vrai que la situation s'est stabilisée, mais la différence entre les pays du Nord et du Sud reste très très forte. Et on a quand même des pays du Sud qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité, leur compétitivité, leur réindustrialisation d'avant la période de l'euro. Et ce sont des pays qui sont sous forte pression, parce qu'avant, ils dévaluaient. Donc chaque fois que ça n'allait pas, leur monnaie valait moins, ça suscitait du tourisme, ça les aidait à l'exportation, mais maintenant, ces pays doivent vivre avec une devise forte, allemande, qui est en fait un peu un garrot, qui les étrangle un peu, et qui explique pourquoi les taux de chômage sont tellement importants dans ces pays-là. Alors, beaucoup de gens se plaignent de la France, on entend toujours la France est l'enfant malade de l'Europe, etc. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. La France va très, très mal, mais tant mieux. Parce que si la France allait bien, si la compétitivité française était la même que celle de l'Allemagne, l'euro serait encore plus fort, évidemment. C'est-à-dire qu'on aurait encore une déflation plus importante, parce que naturellement, les Allemands sont exporteurs de déflation. Ils ne veulent pas d'inflation. Ces gens n'arrivent pas à supporter l'inflation. Et donc, on serait dans une situation encore pire si la France ne faisait pas, par sa faiblesse, contrepoids à l'Allemagne. Et donc, finalement, le fait d'avoir mis l'Allemagne et la France dans la même monnaie, crée un équilibre un peu instable entre un pays qui s'affaiblit et un pays qui se renforce, mais l'équilibre des deux arrive à ce qu'on vit avec une devise plus ou moins acceptable pour nous, sachant qu'en Belgique, on est plutôt du côté de l'Allemagne que de la France. Notre principal partenaire économique, c'est l'Allemagne, c'est 22% de notre commerce extérieur. Voilà. L'austérité, j'en ai parlé, c'était une erreur complète. On a des taux de chômage qui sont vraiment insupportables, surtout dans le Sud, pas en Allemagne par exemple. Et la Belgique ne se situe pas trop mal dans les taux de chômage, quand même, il faut le dire. Et de nouveau, c'est assez étonnant parce que quand il y a une grande crise économique, après, ceux qui ne savent pas faire quelque chose, mais donnent cours uniquement à l'université, donc des types un peu de mon genre, passent leur temps à examiner ce qui s'est passé. Et donc, entre 1929 et 2014, il y a eu des milliers de types qui ont examiné la crise. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la crise en 1929 ? Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ? Et tous les économistes sont arrivés à la conclusion, mais tous, qu'on a imposé l'austérité à contretemps et qu'on aurait dû faire tourner la planche à billets plutôt que de la ralentir. Eh bien, on a fait les mêmes erreurs qu'en 1929. Alors, l'erreur, ça a été fait avant Roosevelt, aux États-Unis, par Hoover, le président qui était président américain en 1929 et qui a en fait mis l'économie par terre en punissant l'économie par l'austérité. En France, c'était Laval, en 1935, qui a organisé une déflation qui a mis en un an la France par terre en 1935. En Belgique, on n'a pas fait mieux parce qu'on a fait toutes les erreurs imaginables jusqu'à avoir la grande dévaluation que l'histoire monétaire oubliée de Van Zeeland en 1935. Mais le pire cas, c'était en Allemagne. Tout le monde dit que Hitler est arrivé au pouvoir à cause de l'hyperinflation avec ce billet qu'on imprimait partout, mais pas du tout. L'hyperinflation, c'était en 1923. En 1923, Hitler a fait une tentative de putsch militaire, était mis en prison. Et c'est en 1933 qu'il a pris le pouvoir, 10 ans plus tard, suite à l'hyperdéflation, c'est-à-dire la situation qu'on vit maintenant, monnaie trop forte, austérité, rigueur, imposée par le chancelier qui l'a précédé, qui s'appelait Brüning, dont l'histoire a complètement oublié le nom.
Mais le problème, c'est qu'après les grandes crises, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de confession publique. C'est un peu comme si on se disait, comme on a agi avec légèreté, comme si les banquiers étaient punissables de tout, etc., on allait imposer la rigueur et l'austérité. Vraiment comme un gosse qui rentre chez lui, qui montre un mauvais bulletin, il se ramasse une torgnole, il va dans sa chambre, il va pleurer, le type est découragé, au lieu de l'aider, on l'accable, il fait encore un mauvais bulletin, et la fois d'après, il reçoit encore une torgnole. Eh bien, on a l'impression qu'en étant rigoureux, on sauve une économie, alors que c'est exactement l'inverse. C'est quand ça va mal que l'État doit se substituer aux agents économiques qui ne veulent plus consommer en stimulant l'économie. C'est ça qu'on n'a pas fait. Donc on a perdu maintenant 5 ans, et ça arrive à cette situation invraisemblable que je citais en début de mon exposé, à savoir des taux d'intérêt négatifs. Dans 1000 ans, si on a expliqué ça, je vous assure, ça restera compliqué. Alors, je parlais de Laval. Bon, ça, c'est le gars qui, en 1935, en France, il a mal terminé d'ailleurs, parce qu'il a collaboré avec Pétain, il était fusillé en 1945, mais c'est le gars qui, en 1935, a organisé la déflation. Il a dit, nous allons imposer l'austérité, comme maintenant, le franc fort, comme l'euro fort. Eh bien, en un an, malgré l'apport des colonies qui donnaient les matériaux à coût réduit, la production industrielle a chuté de 25%. Vous imaginez, 25%. Le Front populaire est arrivé en 1936, le premier gouvernement socialiste, on va dire, en 1936, a dû dévaluer le franc et est tombé sur cette dévaluation. Donc on sait que la déflation, ça ne marche pas et qu'in fine, on doit créer de l'inflation. Et puis vous avez, je reviendrai sur le graphe après, l'exemple évidemment extrême, mais qui n'est pas souhaitable non plus, ça c'est 23, c'est l'Allemagne, c'est l'hyperinflation. Là c'est quand les étiquettes changent moins vite sur les prix que le rythme auquel on impose les billets. Le problème de l'hyperinflation, c'est que bon, ça se termine comme ça, c'est-à-dire que les billets ne valent plus rien. D'ailleurs, si vous allez chez des numismates près de la gare du Midi, vous achetez des billets de reines de marque par paquet entier pour pas grand-chose. Et alors, je voudrais vous montrer ce qu'on a fait au niveau des banques centrales. Parce que c'est quand même très intéressant de voir, je parle d'inflation ou de déflation, ce qui s'est passé depuis maintenant 4-5 ans. Ça, c'est un petit graphique que j'ai découpé du Financial Times au mois d'août l'année passée pendant mes vacances. Ça donne le bilan des banques centrales. D'accord ? Donc, la banque centrale, c'est la banque des banques. C'est celle qui imprime les billets, les pièces qui donnent de l'argent dans l'économie. Donc, quand son bilan augmente, elle donne de l'argent à l'économie. Quand son bilan baisse, c'est comme si elle, c'est ce que Peter Pratt, vous savez, qui est l'économiste belge, m'a appris quand j'avais cours avec lui, c'est comme si elle mettait des billets dans un four qu'elle les brûlait. Donc, le bilan augmente, on injecte des liquidités, le bilan baisse, on détruit des liquidités. C'est aussi simple que ça. Eh bien, regardez la réaction des différents pays et des différentes banques centrales. Le graphique met tout le monde à un niveau 100, donc unique de départ en 2007. Regardez d'abord les Anglais. Les Anglais ont pris tout de suite la mesure de la crise. En 2007, on commençait à imprimer des livres sterling, jusqu'à continuer maintenant à avoir une forte impression de livres sterling. Ils ont dévalué la livre et injecté de l'argent dans l'économie, de manière très, très incontestable. Les Américains, ici en bleu, la Federal Reserve a fait la même chose et a continué d'ailleurs depuis. Donc les Américains continuent à injecter des liquidités. Les Japonais, qui étaient très, très, très prudents monétairement, finalement, ont commencé à imprimer des billets en 2012, jusqu'à maintenant faire tourner les rotatives rouges vifs pour imprimer des yens. Eh bien, regardez la Banque centrale européenne, qu'est-ce qu'on a fait? On a dans un premier temps, c'est ici en rouge, augmenté, et puis on a baissé. Donc on est la seule banque centrale qui a remis des billets dans le four, qui les a brûlés, plutôt que d'injecter. Et c'est ce qui explique pourquoi on a ici un euro qui est trop fort, parce que comme il y a moins d'euros, il est plus rare, donc il est fort, et pourquoi on rentre en déflation. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien parce qu'à la Banque centrale européenne, il y avait une telle crainte d'une inflation, mais fantomatique, qu'on s'est dit qu'il fallait être prudent dans la gestion monétaire. Maintenant, on doit faire l'inverse, mais donc ça vous donne une illustration des choses. On peut aussi comparer ça par rapport à la Banque centrale, par rapport au PIB, et ça vous donne, mais retenez simplement la tendance, ce qu'ils sont en train de faire au Japon. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, a imprimé des billets pour à peu près 50% du PIB. Donc eux, ils font tourner la planche à billets, mais comme des fous. Et donc, c'est bien l'illustration du fait qu'on sort d'une déflation, ce fameux scénario à la japonaise, par, in fine, de l'inflation. Et c'est ce que j'espère qu'on finira par devoir faire en Europe. Voilà. Alors, pour conclure tout ça, on est donc dans une situation qui est très, très singulière. Je disais, taux d'intérêt négatif à court terme, taux d'intérêt à long terme qui sont bas. On sent une crise économique généralisée, récession, chômage.
On sait que les gens sont attentistes, c'est-à-dire épargnent trop, de manière improductive plutôt de se mettre en bien réel. Et donc, si on veut être un investisseur intelligent, il faut regarder au-delà du bout de son nez. C'est-à-dire de se dire que finalement, de l'argent qui ne rapporte rien ne vaut rien. Et donc, les 250 milliards qui sont mis dans les dépôts bancaires, plus tout ce qu'il y a comme dépôt à terme, compte à vue, enfin, on parle de 600 milliards au total, c'est de l'argent qui est essentiellement utilisé par l'État au travers des banques pour financer sa dette publique. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va préserver un patrimoine. Il suffit qu'il y ait tout de suite une augmentation d'inflation pour qu'il soit trop tard pour réallouer son portefeuille. Donc, ça veut dire qu'il faut investir en quoi? Ou bien des biens réels, ce qui est très intuitif, ou bien un portefeuille d'actions très diversifié, ce qui est une façon de posséder des petits bouts de toutes les sociétés du monde, un peu Nestlé, un peu de L'Oréal, un peu toutes sortes de choses, ou bien alors pour certains acheter de l'or, encore que l'or, il faut s'en méfier parce que peu de gens le savent, mais en 1933, aux États-Unis, dans la grande récession, Roosevelt a interdit le commerce de l'or. Et tous les Américains ont eu 1 mois pour rendre leur lingot d'or à 2/3 du prix, sinon ils allaient en prison ou payer une amende. Et ma brave grand-mère que je m'étends, c'est la 4e fois que j'en parle aujourd'hui, étant américaine, je vous le disais, un peu embêtée par la crise de 29, il y avait un lingot d'or d'1 kilo, ce qui ne valait pas grand-chose à l'époque, c'était 1 500 €, on ne parle pas de grand-chose. Ce lingot a dû rester 40 ans avant d'être vendu aux États-Unis, parce que cette réglementation d'interdiction de vente d'or par les Américains n'était levée qu'en 1975. Et donc voilà, une situation très très complexe en termes économiques, instable, mais dont, à mon avis, la solution sera monétaire, donc c'est-à-dire, in fine, je l'espère, mais j'y crois fortement, de l'inflation avant une phase, on va dire, un peu monotone de déflation.